Cette année, c'est le Festival international du livre de Guyane. D'accord. C'est ça? Oui. On y va? Bonjour téléspectateurs, aujourd'hui on est dans le Festival international du livre de Guyane et avec nous on a un auteur de renommée, bonjour. Bonjour, merci. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr. Je m'appelle donc Rémi Perret-Duménil, j'ai 29 ans et je suis écrivain, historien et je crois que c'est déjà assez comme ça. D'accord. Je vois, c'est-à-dire pour notre auteur, je vois qu'il a une production assez large. Maintenant, il est en 4e livre. D'ailleurs, ce qui est présenté ici au salon. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Rémi, chaque livre, si c'est possible? En commençant par les États-Unis en Guyane. Moi, je ne savais pas que la Guyane fait partie des États-Unis. Non, alors elle le fait. Elle ne fait pas partie des États-Unis, évidemment. Mais en fait, il s'agit de mon mémoire de Master 2 en histoire contemporaine que j'ai soutenu en 2017 et que j'ai publié en 2023, c'est ça. Et en fait, c'est une étude sur la présence des Américains, donc spécifiquement au niveau militaire, au niveau stratégique, parce qu'ils sont venus ici, ils ont créé un aérodrome qui s'appelle l'aérodrome du Galion et qui a donné lieu plus tard à la création de l'aéroport de Rochambeau, que tout le monde connaît ici. Par ailleurs, je me suis servi notamment du parcours de Nicholl Smith, qui est un Américain qui s'est rendu en Guyane dans les années 40 et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Black Martinique, Red Guyana, dans lequel il raconte un petit peu cette aventure. Donc en fait, ça a été mon fil rouge, c'est lui qui m'a permis de trouver toutes les sources qui m'ont permis d'étayer mes recherches. Est-ce que la présence des États-Unis en Guyane, c'était restreint par rapport à l'aéroport ou il y avait d'autres types de présence ici en Guyane? Alors il y a eu pas mal de petites choses en amont, avant l'aéroport, mais ça je reconnais que je me suis pas trop attardé dessus. Mais en fait, ce qui moi m'a intéressé, c'était ce qu'on appelle la notion de soft power, c'est-à-dire que le fait que les États-Unis aient tendance à parler beaucoup de la Guyane, notamment du bagne, et à donner leur avis sur le bagne guyanais, ce que le gouvernement français n'aimait absolument pas. À partir de 1935, il était absolument interdit de parler du bagne dans la presse, sauf autorisation du gouvernement, évidemment, autorisation que personne n'avait en général. Voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont tous ces journalistes, ces aventuriers, explorateurs américains qui ont voulu se rendre en Guyane pour faire des documentaires, tourner des reportages et écrire des livres. Et donc ça, d'une certaine façon, pour moi, il s'agissait d'une présence, parce que de toute façon, les explorateurs doivent venir sur place pour le faire. D'où Nicholl Smith, par ailleurs, qui faisait partie de ces personnes aussi. D'accord. Et comment les Américains ils ont cette idée de mettre un aéroport? Pourquoi aéroport en Guyane? Est-ce que pour faciliter ce qui est logistique ou quel était l'intérêt pendant la Deuxième Guerre mondiale? Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, même un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, ce qui était intéressant pour les États-Unis, c'était de consolider leur présence en Amérique du Sud, parce qu'ils avaient déjà une chaîne d'aéroports, et ça leur permettait d'avoir une espèce de mainmise sur la totalité du territoire, et surtout de mettre dehors ce qu'ils appelaient la présence étrangère. Mais en fait, ce à quoi pensaient les États-Unis à ce moment-là, en parlant de présence étrangère, c'était surtout les nazis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il y avait déjà un parti nazi, et donc ce que les Américains voyaient pas forcément très bien. Et donc avoir des aéroports, avoir la possibilité de débarquer n'importe où en Amérique du Sud, pour les Américains, c'était très important au cas où justement les nazis auraient tendance à s'infiltrer. Pour sécuriser les territoires. C'était pour sécuriser les territoires, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'était d'autant plus important parce que en fait, les Américains, au moment où ils veulent construire un aéroport ici, ils ne sont pas encore entrés dans la seconde, ils sont pas entrés en guerre. Mais on sent déjà quand même qu'ils s'organisent au cas où il se passerait quelque chose sur un territoire qui est pas très loin d'eux. Donc, comme il manque, on va dire, un maillon de la chaîne en Guyane, ils décident de construire un aérodrome. Donc en fait, c'est purement stratégique et purement militaire. D'accord. Je pense qu'on a donné envie à nos téléspectateurs pour lire ce livre, et on va essayer de présenter le deuxième livre. Parce que là, on voudrait vraiment partager avec vous toute, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire littéraire et historique de notre écrivain. Alors ici, on voit le Zoom Histoire. Rassurez-moi, c'est pas l'application Zoom. Non, mais presque, parce qu'il y a un côté distanciel. Mais justement, on a essayé de combler un petit peu l'écart avec ça. En fait, voilà, pour donner un peu de contexte, le vendredi matin à 7h30, je suis sur Radio Pays et j'anime une chronique qui s'appelle le Zoom Histoire. Donc on vulgarise un sujet sur à peu près 10 minutes. Et nous, ce qu'on s'est fixé comme objectif, donc on est 3 sur le Zoom. Donc alors je dis bonjour à Florian Royer et à Victor Zamit, mes 2 collègues. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des sujets qui soient originaux. Soit que les gens ne connaissent absolument pas, soit que les gens connaissent, mais abordés sous un angle qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ça peut concerner la Guyane, la plupart du temps c'est le cas, mais également les Antilles et d'une façon plus générale, les Amériques, au sens très très large. Et donc on a essayé de développer un style dynamique qui est basé un peu sur ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire un échange, donc je parle, Florian me répond. Voilà, c'est très interactif, on met de l'humour, on essaie de faire en sorte que ce soit rapide et surtout très ludique et avec des petites références locales, et surtout Florian qui s'occupe de l'habillage sonore, de temps
temps en temps fait quelques références à des films, il met des bruitages, il met une espèce d'ambiance, et du coup ça fait quelque chose... Vous rendez interactif pour que les gens adhèrent et connaissent leur histoire. Exactement, c'est vraiment le principe de la vulgarisation. Et donc, comme ça fonctionnait plutôt bien et qu'on était assez satisfait de ce succès, on a voulu faire un livre pour pousser justement les gens à avoir un contact un petit peu plus physique avec l'histoire et avec notre style. Et donc on a repris tous les textes de la première saison, diffusés entre janvier et juin 2023. Et on a gardé le style sous forme de dialogue, on a rajouté des images, on a gardé évidemment l'humour et tout ce qui fait nos particularités. On a rajouté des références pour ceux qui veulent aller plus loin également. Et puis je crois que c'est... Ah oui, et puis on a rajouté aussi une partie backstage, c'est-à-dire que pour chaque chronique, on a expliqué comment on a trouvé les sujets, si les chroniques ont fonctionné, et un peu tout ça. Un back-office pour mettre le lecteur dans c'est-à-dire la dynamique de recherche pour le... Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que pour que les auditeurs qui sont entre-temps devenus des lecteurs soient avec nous dans le studio et qui voient un peu comment ça se passe, parce que de temps en temps, on rigole beaucoup et de temps en temps on est un peu triste, de temps en temps on s'énerve un peu, mais enfin voilà, ce sont voilà, le résultat, il est là. Les turpitudes de la création, quoi. D'accord. Sans tarder, on va voir votre essai Camille. Alors là, je vous laisse présenter ça. Très bien. Parce que Camille, c'est un essai littéraire, Alors c'est pas un essai littéraire, c'est vraiment un roman. C'est vraiment un roman, c'est mon premier roman donc, qui a été publié en 2020, fin 2022 d'ailleurs à l'édition précédente du Salon du Livre, donc c'était en décembre. En fait Camille a été publié dans le cadre d'un concours, alors là je ne sais pas si on verra très bien, mais c'est le concours J'écris ma Guyane, donc il y a le logo. C'est un concours qui a été organisé en 2021 par la CTG et il y avait 5 lauréats et on gagnait une bourse d'écriture. Et donc, ça existe toujours ce... Alors pour le moment ils n'ont pas encore refait d'édition. Dommage. Ça ne saurait tarder, mais, parce que c'est très difficile à mettre en place, mais j'espère qu'ils le referont parce qu'en tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc en fait, c'est l'histoire de mon grand-père qui était surnommé Camille, mais qui en réalité s'appelait Bertrand Lony, qui était un petit garçon espiègle qui a la particularité d'être fils de sinistrés martiniquais. Donc ces Martiniquais qui sont arrivés en Guyane, à Montjoly, après l'éruption de la montagne Pelée. Commune Saint-Pierre. Exactement, donc après l'éruption qui a ravagé la ville de Saint-Pierre. Et donc ce petit garçon était espiègle, il tenait pas en place à l'école, c'était pas forcément un bon élève, mais il était, on va dire, très attachant, très rigolo. Et il avait comme objectif de devenir instituteur, ce qui à l'époque était vraiment le summum de la réussite. Il animait la classe, quoi. Ouais, il animait la classe, ouais. Et quand il animait pas la classe, il regardait par la fenêtre et il écoutait pas du coup le cours, il s'imaginait tout un tas d'histoires. Moi, j'ai connu cette personne très âgée, donc il avait 93 ans, moi j'étais adolescent, et je voyais toujours en lui ce côté un peu flamboyant. Rebelle. Ouais, rebelle, très impressionnant, mais en même temps... C'est pas héréditaire. Je vous attendais un peu sur ça. Peut-être, sait-on jamais. Mais je voulais raconter cette histoire. Je voulais imaginer ce qu'il était quand il était enfant. Je voulais imaginer à quel point c'était coloré, à quel point c'était complètement inattendu. Et donc ça a donné lieu à Camille, qui est donc mon premier roman. Est-ce qu'il a eu le temps de lire C'était dans son vivant ou bien c'était après son décès? Non, du tout. C'était après son décès. Il est décédé C'est un hommage à... Absolument, oui. C'est un hommage à mon grand-père. Donc il est décédé en 2009. Ton papa, il est fier de toi. Du coup, c'est du côté de ma mère, mais elle est extrêmement... Toute la famille. Oh là là, toute la famille. Ah, mais là, pour le coup, la famille Lony, je pense que ce sont ceux qui ont le plus acheté le livre jusqu'à maintenant. C'est un financement familial. C'est un financement familial, c'est un succès familial. Et chaque personne qui va se rejoindre à la famille en se mariant avec un membre, il doit acheter. Il a l'obligation d'acheter Camille. On va présenter ton dernier livre. Ah bah là, Black Martinique, Red Guyana. Là, vraiment, ça donne un... Pour moi, lorsque j'ai vu ce nom-là, j'étais curieux. Je voulais savoir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière c'est vraiment, ça donne envie de voir qu'est-ce qui est... Ah ben, alors je suis très content parce qu'en effet le titre, on m'a souvent fait la remarque du titre et on m'a souvent dit qu'en effet c'était un titre qui attirait un peu l'attention. C'est l'objectif. Alors, c'est pas mon objectif parce que pour le coup c'est celui de celui qui l'a rédigé, mais en fait moi je suis traducteur sur ce livre. L'éditeur il est content. Ah ben je pense que l'éditeur est content, j'avoue que je suis content aussi parce que voilà, ça attire vraiment l'attention. En plus un titre en anglais, on n'a pas vraiment l'habitude. Donc voilà, donc pour un peu de contexte, moi j'ai une formation d'historien mais bilingue, donc c'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études en anglais. Et vous allez présenter prochainement votre doctorat? Oui, voilà, c'est ça. L'année prochaine, si tout se passe bien, normalement, je pourrais soutenir ma thèse. Et donc, en fait, cette formation-là m'a permis de traduire cet ouvrage entre 2015 et 2016, donc ça remonte un petit peu maintenant. Et il s'agit, comme je le racontais tout à l'heure, de l'histoire de Nicole Smith, cet Américain qui s'est rendu en Guyane. Et en fait, je m'en suis servi comme source pour le premier ouvrage que je présentais tout à l'heure.
Donc là, c'est vraiment un récit de voyage organisé comme un roman, avec des chapitres, avec de l'humour, du divertissement et surtout le point de vue d'un Américain sur la Guyane dans les années 40, ce qui est toujours assez surprenant et particulièrement inattendu la plupart du temps. Vous pouvez nous expliquer ce point de vue anglo-saxon des Américains par rapport à la Guyane? Alors, la chose qui revient vraiment le plus souvent à ce niveau-là, c'est la question de la couleur de peau. Il y a une scène où le gouverneur de la Martinique demande à Nicole Smith quelle est la chose qui vous impressionne le plus en Guyane et il répond sans hésiter le rapport entre les blancs et les noirs. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les bagnards, donc des personnes en majorité blanches, donc d'origine européenne, sont des personnes qui servent, qui sont employées par des créoles, qui eux sont qui sont noirs, métissés, qui sont métissés, voilà, la plupart du temps. Et ça, pour un Américain qui vit dans un contexte de ségrégation, parce qu'on rappelle qu'aux États-Unis, il y a vraiment la ségrégation. Surtout dans le sud des États-Unis. Notamment dans le sud des États-Unis. Pour lui, c'est absolument extraordinaire. Et donc, pour le citer, il dit que, selon lui, l'équilibre du monde a été renversé en Guyane. Et il n'a jamais vu ça dans un autre pays. Et très clairement, c'est quelque chose qui revient souvent dans sa grille de lecture du territoire. Et par rapport au bagne, alors, qu'est-ce qu'il pense du bagne? Ça, c'est une question très intéressante pour Nicole Smith parce que en 1935, comme je le disais, le gouvernement interdisait toute prise de vue et commentaire sur le bagne pour éviter qu'on dise des bêtises. Or, les Américains avaient tendance à dire des choses négatives, pas des bêtises, des choses négatives. Et donc, on autorise Nicole Smith à rentrer en Guyane, les Français autorisent, pour qu'il en dise du bien du bagne. Donc, elle a instrumentalisé le petit Américain pour que... Exact. C'est exactement ça. Pour qu'il Non, ça n'a pas fonctionné du tout parce qu'à l'époque l'ouvrage sort en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, les États-Unis rentrent en guerre, donc il y a une espèce d'indifférence parce que les gens ont d'autres priorités, ce qui se comprend tout à fait. Et puis surtout, il dit énormément de bien du bagne. Et aujourd'hui, avec du recul, quand on regarde ce que dit Nicole Smith, on n'y croit pas une seule seconde. Donc c'est intéressant justement qu'il dise du bien du bagne alors qu'on sait que c'était pas si bien que ça. Et donc à la fin de l'ouvrage, pour justement remettre un peu en contexte, j'ai fait un dossier du traducteur où j'explique un peu tout ça. Voilà. Ces 4 livres, on peut les trouver où ici au Guyane? Alors, on peut les trouver partout, en grande surface, à Cultura. Alors, je précise aussi, petite exclusivité, en ce moment, on est au Salon du Livre, et vous pouvez trouver également le Zoom Histoire chez Cultura. Je crois que pour le moment, c'est le seul endroit où on peut le trouver avec le Salon du Livre, mais bientôt, il sera disponible absolument partout, ainsi que tous les autres livres. Il est également disponible, je pense, aux personnes qui sont un petit peu plus loin de Cayenne, tout sera disponible au Toucan. Oui, mais à Saint-Laurent. Et à Kourou. Ouais. Et à Kourou aussi, oui. D'accord. Une distribution sur tout le territoire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cet échange. Mais merci à vous, c'est très agréable, vraiment. Et on aura le plaisir après de vous inviter dans d'autres émissions et d'assister à votre soutenance de doctorat. Avec grand plaisir. Bon salon. Merci, au revoir.